je crois un peu au destin, tu vois. C'est-à-dire, je me dis que quand tu fais bien les choses, ça t'apporte des bonnes choses, forcément. Tu sais que dans mes plans B, il y a devenir pizzaiolo, parce que j'adore faire des pizzas. J'ai envie de faire quelque chose sur YouTube. J'adore YouTube, je passe ma vie sur YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hugo Taché de la chaîne Coder c'est cool, même si elle a changé de nom depuis que j'ai tourné cette émission. Hugo fait partie de ces personnes avec qui j'avais envie de discuter car je trouve que sa chaîne est l'une des plus qualitatives du YouTube game français. Et je n'ai pas été déçu parce que je ne connaissais pas son parcours avant de discuter avec lui. Et vous allez voir, il a eu un parcours exceptionnel. Mais je ne veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview avec Hugo. Mais n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Allez, je vous laisse avec mon interview avec Hugo. Hugo, je te remercie d'être sur le podcast aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton aventure. Alors tu as une petite communauté sur YouTube, mais avant de parler de ça, si tu pouvais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Déjà, merci Gaëtan de m'accueillir. Et je vais faire au mieux. Je vais essayer de me présenter assez succinctement, parce que j'ai un parcours un peu sinueux, comme je te l'avais déjà évoqué, mais une présentation assez courte de moi. Je m'appelle Hugo Taché. J'ai 28 ans, bientôt 29, dans un mois et demi. Je suis développeur depuis environ 2 ans et demi, un petit peu plus si on compte pas l'expérience officielle en entreprise, on va dire. Je suis spécialisé front avant tout. Donc je m'intéresse beaucoup à l'UX, à l'UI design, donc c'est-à-dire tout ce qui est le design d'interface, le maquettage, l'expérience utilisateur globalement, en plus du code. J'ai une chaîne YouTube, comme tu l'as évoqué, qui s'appelle Coder c'est cool, qui va changer de nom bientôt. Mais ça, je ne le révélerai pas aujourd'hui. Et j'ai voilà, une petite communauté sympathique d'environ 12 000 personnes qui me suit sur YouTube, qui me supporte. Et voilà, en gros, pour faire assez simple. Alors, pour revenir sur ton parcours, parce que je t'ai un peu espionné sur LinkedIn, au départ, tu n'étais pas destiné à être développeur, mais plus à faire du droit. Oui. Comme beaucoup de gens, je pense que j'étais un peu perdu, hein, tu vois, quand j'étais ado, c'est-à-dire que je savais pas trop où aller. Le droit, c'était complètement un choix par défaut, en fait. On va dire que j'avais plutôt une appétence quand j'étais jeune pour les maths, les sciences. Mais au lycée, ça s'est complètement effondré, comme beaucoup. Donc perdez pas espoir, hein, si jamais il y en a qui écoutent et qui se disent que c'est fini pour eux. Mais voilà, au lycée, j'ai plus bifurqué sur... Du coup, j'ai fait une section ES. Je me suis ensuite lancé en droit parce que je savais pas trop quoi faire et que j'étais quand même poussé par ce truc-là un peu, on va dire, élitiste, d'essayer de faire le mieux. Enfin, de faire ce qu'on pense être le mieux, en tout cas. Même si j'avais déjà une énorme passion pour l'informatique et que j'aurais bien voulu faire ça, mais je pensais que ce n'était pas possible à l'époque. Et j'ai toujours essayé de revenir un petit peu vers ces choses-là, notamment en me lançant dans ce qu'on appelle un magistère, donc c'est-à-dire une sorte de spécialité en licence, en droit, que j'ai fait à Poitiers, donc au magistère des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, et j'ai fait du droit, du droit d'auteur, du droit d'internet, beaucoup de choses en rapport avec l'informatique. On avait même des cours de programmation et aussi d'audiovisuel et beaucoup de choses. C'était une formation assez complète. Mais je me suis rendu compte, après la licence, que c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai eu ma licence quand même. Mais voilà, après, j'ai pas le droit, non. Du coup. Donc, à aucun moment, tu as pratiqué le métier que tu as fait des études pour. Alors, je le pratique tous les jours, ce métier. Au final, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup chaque jour, tu vois. C'est-à-dire que personne ne peut m'avoir sur un contrat aujourd'hui, donc c'est quand même bien. Mais non, j'ai jamais été employé juriste dans une entreprise ou autre. Mais c'est quand même quelque chose, avec le recul, je me dis, mais ça m'a tellement apporté que je le pratique un peu tous les jours quand même. Je ne regrette pas quand même. Tu regrettes pas. Au moins, tu es le seul développeur qui sait ce que c'est que RGPD, comment on le met en place. Exactement, voilà. Tu vois, là, ça prend son sens à ce moment-là, par exemple. Ouais. Voilà, 3 ans d'études. Au moins, c'est bien parce que je t'avouerai que RGPD, quand tu es développeur, alors pour ceux qui ne savent pas, RGPD, c'est tout ce qui est les règles sur la sécurité des données. C'est un truc où si vous êtes amené à le faire, c'est super compliqué parce que tu es obligé de tout tracer, tout loguer, tu dois donner plein de trucs. Oui, clairement. C'est pour ça qu'il y a des délégués. D'ailleurs, j'ai failli, on m'a proposé une formation déléguée aux protections, j'ai dit non, parce que j'ai pas envie de faire du droit maintenant, donc voilà.
Donc, une fois que tu as fait ton parcours, de ce que j'ai vu sur ton expérience professionnelle, c'est que tu as monté une boîte, alors en parallèle, Alors non, c'était vraiment, si tu veux, j'ai terminé la licence, je suis rentré à Paris chez mes parents. Et bah, j'avais pas trop le moral, hein. Quand t'arrêtes tes études et que tu sais plus trop quoi faire, t'es forcément pas hyper hypé par l'avenir, on va dire. mais, euh, mais bon, j'ai un ami à moi avec qui on faisait de la musique quand on était ado, quand on avait 16 ans. On avait un groupe, on faisait de la musique ensemble et lui m'a proposé en fait tout un aspect commercial, on va dire, de la musique, de la production audio pour les marques en fait. Donc le délire c'était d'essayer de produire de la musique pour des marques. Donc on a fait quelques réalisations sympas. Mais c'est un marché tellement de niche, si tu veux, c'est tellement difficile de percer dans ce domaine-là. Il y a des mastodontes qui font en fait tout ce qui est le branding sonore pour les marques qui font tout. Notamment une boîte qui s'appelle Sixième Son. Tu peux être sûr que tous les logos audio que tu entends, toutes les musiques de pub, c'est eux qui les font. Donc si tu veux, on a essayé de pivoter plusieurs fois sur de la production vidéo, production audio, un peu éloignée des marques. Et même, bah, moi, au bout d'un moment, je me suis lancé sur le développement en autodidacte complètement. Donc ça, c'était bien avant même la formation, le métier, etc. Pour essayer de créer une petite application qui aurait été, en gros, un délire de chacun peut créer son son à lui, son identité sonore personnelle. Tu sais, c'est l'époque quand t'es pas développeur, tu crois que t'as des idées de génie, alors que en fait, pas vraiment, tu vois. Mais c'est ce qui m'a poussé ensuite à me concentrer sur le dev parce que ça m'a montré que je pouvais y venir, quoi. et cette boîte, elle n'existe plus maintenant? Non, elle n'existe plus parce que ça a débouché vers rien et puis chacun on a suivi une voie différente. Donc non, elle n'existe plus. Même si je fais encore un peu de musique pour, euh, pour des clients, mais de façon occasionnelle, on va dire. Bah, j'y reviendrai peut-être après parce que on parlera de l'habillage sonore de ta chaîne YouTube. Peut-être qu'on aura des infos croustillantes à ce sujet-là. Ah oui. Donc, mais ça t'a quand même permis de faire du développement. Donc, c'est la première fois que tu as été amené à développer ou pas? Ou tu me disais que tu en avais fait un peu pendant tes études? Alors, quand même un long passé par rapport à l'informatique et par rapport au code, mais bon, je vais rester très humble par rapport à ce que je faisais. Je crois la première expérience que j'ai eue de code, c'était, je devais avoir 12, 13, 14, je sais plus exactement. En tout cas, c'était l'époque où il y avait la PlayStation portable. Et je me souviens que je m'éclatais ça je le fais toujours d'ailleurs, je m'éclatais à craquer mes consoles. Et dessus, tu avais un moteur qui était basé sur le langage script Lua et qui permettait de faire des petites applications, des petits trucs. Du coup, j'avais appris sur le site du Zéro à l'époque le Lua et j'avais essayé de coder des trucs qui marchaient absolument pas, mais c'était mon premier contact avec le code. Ensuite, avant, parce que bon, le marché du jeu vidéo c'est un peu éteint d'après moi, mais j'étais passionné de jeux vidéo et du coup, je m'intéressais à des outils, tu vois, un petit peu comme Game Maker, etc. Donc tout ça, ça tournait un petit peu autour de ça. Et après, comme tu l'as dit, bah, pendant mes études, j'ai eu des cours de PHP, j'ai eu des cours de programmation plus global. Et du coup, bah, j'ai jamais été trop éloigné de ça, même par passion personnelle. Tu vois, c'était... Mais ouais, après, j'ai fait des sites à droite à gauche, un peu comme plein de gens, mais pas des trucs très sérieux avant de me dire, bah ça y est, il faut que je m'y mette parce qu'il y a possibilité, tu vois. Ouais, c'était. Même si Pardon, excuse-moi. Même si conceptuellement, j'ai toujours eu plein d'idées d'appli, de machins que j'aurais voulu réaliser, mais que j'ai jamais eu où j'avais pas les compétences à l'époque, tu vois. Donc, C'était l'occasion aussi d'appliquer ça dans un cas plus réel. ouais, clairement. Et Bah, c'était surtout que, si tu veux, moi, je réalisais pas avant très tard, avant il y a 4 ans, je réalisais pas que c'était possible d'en faire mon métier. Pour moi, c'était j'ai pas eu de bac S, je peux pas faire d'école d'ingé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, jamais je peux devenir développeur. Alors que j'ai toujours voulu travailler dans l'informatique et faire des choses comme ça, tu vois. Donc j'ai eu de la chance après aussi d'être passionné par ça. Et ça, c'est une idée qui est vachement répandue qu'on est obligé d'être ingénieur Ouais. pour faire de l'informatique. Alors, moi, je suis ingénieur, la plupart du YouTube Game est aussi ingénieur, mais il y a plein d'autres profils dans l'informatique. Ouais, clairement. D'ailleurs,
tu vois, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus d'une discipline littéraire que d'une discipline scientifique, parce que la syntaxe, le fait d'apprendre une langue qui est différente, tu fais pas de maths au final. Enfin, si, des fois, tu as besoin dans des applications je sais pas, de calculer des courbes de Bézier ou des trucs comme ça, mais tu as toujours des outils qui vont te suppléer pour le faire, déjà, la plupart du temps. Et si tu es juste développeur web, il suffit que tu saches écrire la syntaxe, que tu sois logique, organisé, et ça demande... Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde non plus, je dirais, mais c'est quand même pas, pas ce qu'on pense, en tout cas, à la base, Ouais, vraiment. ça j'ai entendu que tu avais fait une vidéo sur ce sujet-là et j'avais été assez étonné de cet angle de dire que de rapprocher ça plus d'une matière littéraire. Alors moi je suis un très mauvais littéraire, donc Bah, si tu veux, je pense que cet angle-là, je l'ai parce que j'ai fait du droit, justement. Et que dans le droit, en fait, tu utilises la langue comme un outil technique et comme quelque chose qui... c'est quasiment scientifique avec des phrases, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu dois faire une démonstration, bah, tu vas suivre vraiment un plan très rigoureux, tu dois qualifier les termes. Je veux dire, c'est exactement comme des variables en programmation. Tu vois, une variable, tu veux mettre quelque chose dedans, bah, quand tu fais un exposé de droit, tu es obligé de qualifier juridiquement les mots et donc de mettre des choses à l'intérieur de variables qui sont des termes juridiques, etc. etc. Donc pour moi, c'est ultra littéraire le code, tu vois. ouais, moi je pense que tu as quand même un niveau en droit qui est plus abstrait où tu crées quand même des phrases pour bloquer, bien que, bon, si tu suis l'analogie jusqu'au bout, tu peux dire que c'est une forme de test, et qu'en gros, si t'es pas dans le contexte du test, c'est vrai que Ouais, il y a des choses comme ça. c'est vrai que tu peux faire quelques associations comme ça. Et une fois que tu t'es dit bah, que tu voulais en faire ton métier, est-ce que tu as déjà eu un déclic tu t'es dit bah je suis pas ingénieur mais je veux quand même devenir développeur ou pas? En gros, le déclic que j'ai eu, à la base, bon, je savais plus trop quoi faire. C'est-à-dire que c'est drôle, hein, parce que tout est un peu connecté, tout est un peu lié. Si tu regardes en arrière, tu vois le chemin logique. Mais quand j'étais plus jeune, du coup, et que j'avais fait ces expériences avec la PSP, je voulais créer un jeu vidéo, tu vois, je voulais créer une sorte de clone de Guitar Hero, un truc comme ça. Et j'étais pas allé plus loin que de faire l'interface, en fait, et que de faire juste le menu. Mais ça, j'adorais ça. Et quand j'ai terminé, en fait, enfin, c'était pas terminé, ça a continué un peu en hybride pendant un moment, mais quand j'ai décidé d'arrêter l'activité indépendante avec mon pote, et que j'avais fait ces petits tests d'application qui m'avaient montré que c'était faisable en tout cas, bah, je voulais plutôt faire UI UX design, c'est-à-dire que je me disais plus, bah, c'est ça qui m'intéresse, c'est le design d'interface, l'expérience utilisateur. Je pense que ça, ce serait quelque chose que je pourrais faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, Open Classroom, tu vois, proposer une formation UI UX, et je me suis dit, vas-y, je vais la faire. Mais avant ça, je vais apprendre le HTML, CSS, JavaScript pour avoir des bases, parce que moi, j'ai toujours cette théorie que quand tu travailles en équipe ou machin, bah, t'es crédible si t'as aussi tu vois, des compétences transversales pour dialoguer avec les autres. Et UI UX, si tu sais pas un minimum, bah, tu peux te faire un peu berner par les autres, on va dire. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, j'arrive HTML, CSS, JavaScript, et oui, j'y arrivais, et donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant aller à fond là-dedans. Je me suis fait un programme, et je suis parti dessus complètement, quoi. Et donc Mais c'était un vrai déclic, ouais. tu t'es lancé dans une formation Open Classroom Alors, pas vraiment. En fait, si tu veux, toujours dans la stratégie, hein, dans le calcul permanent positif, on va dire, je me suis dit, c'est simple. Open Classrooms, à l'époque, je sais plus si c'est comme ça. Et d'ailleurs, mon avis sur Open Classroom aurait aucune valeur aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps. Mais je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'argent. Je pourrais pas faire un an ou une alternance ou un machin. Je suis chez mes parents, je gagne rien. J'étais au RSA hein, à ce moment-là. Et je me suis dit, écoute, Open Classroom, la formation, si tu fais tous les cours avant, puisqu'ils sont disponibles, bah, tu la détruis, la formation, tu vois, tu fais tout à l'avance. C'est ce que j'ai fait, je me suis dit... quand j'ai eu le déclic, en gros, quand j'ai commencé à faire ce truc HTML, CSS, JS, je me suis dit... allez, je me fais un programme, je fais PHP, je fais MySQL, je fais un peu de Node, je fais un peu de ceci, un peu de cela. Je me suis fait un vrai programme de fou, tu vois, en faisant des petits compartiments. Et en fait, j'ai tout fait avant. Après, je me suis dit, allez, je m'inscris à Open Classroom pour avoir le diplôme juste. Et je l'ai terminé en 4 mois, la formation Open Classroom. Parce que j'avais tout fait avant et que j'avais toute cette expérience même et la passion, entre guillemets, tu vois, avant. Donc, c'est pour ça que,
tu vois, ça fait 2 ans et demi que je travaille, que j'ai travaillé en CDI là, plus avant il y avait les 4 mois de formation, mais en vrai, ça fait 5 ans que je fais du code quasiment tous les jours. C'est plutôt ça la réalité. Oui. Bon, je ferai semblant de rien avoir entendu parce que je suis mentor chez Open Classroom, donc Ah bah après, je sais pas comment c'est devenu, c'est donc, mais... toujours possible de le faire. Mais Bah, si c'est toujours possible. après, moi je conseille toujours aux gens qui commencent une formation Open Classroom de commencer avant le début de la formation parce que il y a certains programmes qui sont assez denses et c'est dur d'arriver Bien sûr. dans les clous. Ah mais clairement, si j'avais pas eu tout le background que j'avais de code avant, parce que j'avais fait quand même du code avant, je m'intéressais à l'informatique, je veux dire, je sais exactement... Enfin, j'ai une culture informatique qui est assez bien. Et puis j'ai un profil autodidacte à fond, tu vois, j'ai appris la musique tout seul, la vidéo tout seul. Tout le monde ne peut pas faire ça, et c'est pas pour dénigrer, mais faut avoir le profil pour faire un truc comme ça, sinon... Enfin, faut pas rêver, tu vois, faut pas vendre du rêve. Enfin, moi, je vends pas du rêve par rapport à ça. Je dis pas aux gens, tu peux le faire et au bout de 4 mois, tu auras ton diplôme. Au contraire, il y a plein de gens, c'est pas possible du tout de faire ça. Non, et je pense. Alors, je vais essayer de ne pas faire un conflit d'intérêts là-dessus, mais que la formation Open Classroom, elle est très adaptée aux gens qui sont autodidactes. Mais si, par exemple, on est une personne qui est plus pour d'avoir du suivi, d'avoir Ouais, des voilà. cours, c'est absolument pas pour ce type de profil. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je réfléchis beaucoup en ce moment, qu'est-ce qu'une formation, on va dire, parfaite. Et au final, toutes les personnes que j'ai interviewées sur ce sujet-là, tu arrives à la conclusion qu'il n'y a pas de formation parfaite, mais il y a une formation qui va te convenir. Ouais, c'est ça. Et chaque organisme de formation en ligne a ses qualités, ses défauts. Open Classroom a des grandes qualités, a des défauts aussi. Voilà. Ah, ça, je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle et je pense qu'il faut Faut bien définir avant, et je pense que c'est ce que tu as fait. Tu as bien défini ce que tu voulais, dans quel contexte tu voulais le faire, et tu as vu que tu pouvais rusher une formation pour avoir une certification en informatique. Exactement, ouais. Et comment ça s'est passé pour trouver du boulot? T'as eu du mal ou... Bah, pas trop. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Je tiens à le rappeler. Tout le monde, j'ai de la chance dans ma vie par rapport à mon parcours professionnel. J'ai eu un mentor chez Open Classroom qui s'appelle Guillaume Lujan, qui est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un ami maintenant, qui m'a pris sous son aile en fait pendant les 4 mois, même s'il a vu que j'avais pas forcément besoin d'un mentor, mais on discutait du coup d'aspects plutôt profession, carrière, humain même, tu vois, et c'était hyper intéressant pour moi, et j'ai énormément apprécié avoir quelqu'un, tu vois, pour me donner cet aspect-là, ce point de vue. Si tu veux, moi je voulais déménager, donc j'étais à Paris à l'époque, j'étais avec ma fiancée aujourd'hui sur Paris, on vivait pas ensemble, hein, mais justement on voulait partir à Nantes, ou dans une autre ville, mais bon, on pensait à Angers ou Nantes. Et lui, il a eu l'occasion, il connaissait mon patron actuel, donc, qui s'appelle Romain, il lui a parlé de moi, il lui a dit que voilà, j'avais un profil qui était assez intéressant. J'ai à peine eu un entretien d'embauche parce que j'ai été recommandé, tu vois. Donc, même juste pour ça, Open Classroom, c'était gagnant pour moi au final, parce que mon mentor m'a fait rentrer dans une boîte, peut-être la seule fois où j'ai été pistonné de ma vie, tu vois. Et, enfin, pistonné, quand tu travailles, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai pas eu de difficulté à trouver du boulot parce que mon mentor m'a aidé. Et que tout s'est enchaîné super bien pour moi. C'était avant la pandémie et tout, donc j'ai pas eu de problème particulier pour trouver du boulot. Ah, il faut toujours penser quand tu as un mentor ou même un professeur. Moi, je connaissais des professeurs, ils allaient en cours, j'étais sûr qu'ils étaient payés par l'université, par leur entreprise pour aller en cours, rien que pour faire du recrutement. Ouais, bah oui, mais c'est évident. Moi, j'ai certains de mes anciens étudiants, si un jour j'ai un boulot pour eux, je sais que je les appelle tout de suite, quoi. Mais... Ouais, c'est ça, et je pense que d'ailleurs, c'est cette dimension-là qui est la plus intéressante en tout cas dans la formation Open Classroom. On va pas faire le déballage de la formation Open Classroom, mais moi, le lien que j'ai aujourd'hui avec mon mentor, on est toujours en contact, on se voit, d'ailleurs on devait se voir cette semaine, mais bon, je ne sais pas si ça va se faire, mais on se voit toujours régulièrement, on s'envoie des messages, tu vois, on a une relation qui est géniale, et juste pour ça,
ça valait le coup, quoi. Ouais, bah ça, je pense, c'est l'avantage d'Open Classroom. Comme tu n'as qu'un seul référent, au final, si tu restes des mois à discuter avec une personne, tu peux tisser des liens ou ne pas en tisser du tout. Ouais, c'est clair. Après, chaque histoire est différente, quoi. Et une fois que tu as eu ton boulot, comment ça s'est inscrit ta chaîne YouTube? Parce que elle a été montée en 2020, juste après le confinement, si Ouais. j'ai bien vu. Alors toi, tu n'as pas eu ta chaîne qui a décollé grâce au confinement. Et pourquoi tu as fait une chaîne YouTube? Alors, la chaîne YouTube, c'est, comme je te l'avais rapidement évoqué, je me laisse toujours des embranchements possibles, des possibilités de carrière. Je fonctionne un peu par arbre de probabilité, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, si ce truc-là, je sens que ça marche bien, je vais aller dedans. Sinon, il faut quand même que je me fasse des plans B, des plans C, etc. Et je calcule tout. Je suis ultra stratégique sur ma carrière, sur ce que je vais faire. Donc, on va dire que c'était ça le truc. C'est, je me retrouve en 2020, je vois que le boulot que je fais peut peut-être donner quelque chose, peut-être pas, et je me dis, en tout cas, j'ai l'expérience d'avoir déjà fait des expériences justement sur YouTube, d'avoir fait un peu de vidéos, d'audio, j'ai envie de faire quelque chose sur YouTube, j'adore YouTube, je passe ma vie sur YouTube, et voilà, j'ai rien à perdre, donc aujourd'hui j'ai un sujet où je suis pas encore, on va dire, je suis pas un maître expert, mais j'ai des connaissances, une expérience, un témoignage surtout, tu vois, à apporter aux gens qui sont au plus près de la formation, de la reconversion et tout. Donc autant partager ça sans... j'ai jamais eu, tu vois, dans l'optique de me dire je vais avoir 10, 15, 20 000 abonnés, je m'en fous, ça a aucun sens. Comme on le disait, tu vois, même si tu finis avec 2000 abonnés, c'est déjà génial, tu vois, pour ce que ça apporte. Et voilà, pour me laisser une possibilité, on va dire, pour partager mon témoignage et pour flatter mon ego. Voilà, comme on disait. C'est vrai que YouTube, pour flatter son ego, je pense que c'est la meilleure chose qui existe. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ta chaîne, c'est déjà la qualité. Et on en parlait en off. Je t'ai posé la question de savoir si c'était ta première chaîne. Alors non, c'était pas ma première chaîne du coup. Comme j'avais cette activité d'indépendant avec mon ami avec qui on faisait de la musique justement pour les marques, etc. J'ai toujours eu cette philosophie, soit de me dire que ça peut donner quelque chose, soit en tout cas que ça peut amener des clients ou que ça peut amener une visibilité telle une vitrine. Et donc j'avais une chaîne, donc bonne chance pour la retrouver, sur laquelle je faisais des expériences autour de la musique. Donc je crois que le principe c'était assez simple, c'était je prenais une publicité, puisqu'en fait le but c'était ça dans la boîte, c'était de faire de la musique pour des publicités ou pour des marques, des logos audio. Je prenais une publicité et j'enlevais la musique et je refaisais la musique en lui donnant un sens, un vrai sens, où je racontais une histoire autour, etc. Et j'ai eu, je sais pas, peut-être sur la première vidéo j'ai peut-être eu 1700, 2000 vues. Mais bon, j'étais pas hyper à l'aise, c'était pas génial. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est j'étais pas excellent en musique, j'ai jamais fait, tu vois, de solfège, je suis purement autodidacte, et ce que j'avais à raconter était limité quand même, c'est-à-dire que je sais faire de la musique, raconter quelque chose que j'ai envie de raconter, mais j'avais pas tu vois, par exemple, je pense à un youtubeur comme Florent Garcia, qui est un expert qui te fait des vidéos, allez voir hein, si vous connaissez pas. Le gars, c'est un monstre, c'est génial ce qu'il fait, c'est exactement ce que je voulais faire à l'époque, mais moi, j'avais pas du tout les compétences. Et donc là, en fait, je reviens, on va dire, 4 ans plus tard, en me disant, bon, bah là, j'ai les compétences dans un domaine, je peux raconter quelque chose, et c'est cool, quoi. J'ai envie de le faire, tu vois. Et au départ, tu as fait ta chaîne pour partager tes compétences, partager ton retour d'expérience. Alors, je me suis toujours dit que, tu vois, quand tu fais une formation, quand tu fais une reconversion, ton témoignage au fil des années, forcément ta mémoire, ça se dissipe, t'as plus le même point de vue sur ton début aussi, sur comment t'étais quand t'as commencé, et il y a quand même un intérêt à ça. Il y a quand même, c'est pas parce que tu es pas expert depuis 10 ans, que tu racontes pas des trucs ultra techniques et tout, que ça a pas un intérêt. Et d'ailleurs, la chaîne, comme on le disait en off, il n'y a pas vraiment de contenu technique sur ma chaîne, il y a surtout du témoignage, du conseil, plus global. J'ai pas la prétention d'apprendre pour l'instant de la technique aux autres, mais voilà, en gros, c'était ça, ouais. C'était partager ce témoignage tant qu'il est frais,
et utiliser ça comme un tremplin pour aussi suivre, tu vois, mon évolution, avoir comme un journal de bord de tout ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire là à la rentrée. Je me lance en freelance, donc je vais documenter, et ça va être encore plus que ce que je faisais jusqu'ici. Je vais documenter tout ce que je fais. Et pour moi, après, tu vois, je sais pas, même le regarder dans 10 ans, c'est génial pour moi, tu vois, de me dire, bah voilà, j'ai documenté tout. Je me souviens, en fait, ça, c'est comme poser des souvenirs, c'est comme faire une photo, un instantané de ce moment dans ta carrière où t'en es, Ça, quoi. c'est vachement intéressant. Moi, j'ai une autre chaîne YouTube sur le roller et j'ai certaines vidéos qui ont été prises en Australie. Et ouais, à chaque fois que je les regarde, je dis, ah, c'est trop bien, je me rappelle cette rue. C'est, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est un journal de bord un peu ouvert aux autres. Et ce qui me plaît dans ta chaîne, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le propos, et j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus sur la façon dont tu le fais, parce que je trouve que dans le YouTube game, tu as une chaîne qui mhm. est très pertinente, qui est très quali, et pourtant tu as peu d'expérience au final quand tu compares à d'autres chaînes YouTube où la plupart sont des ingénieurs, sont freelance, et il n'y a pas beaucoup de diversité dans le YouTube Ouais, game. Je pense que si vous enlevez les freelance YouTubeurs, YouTubeurs déjà, il y a plus ingénieurs, grand vous monde. enlevez tout le monde, je suis sûr. C'est ça. Bah, alors, par rapport aux propos, ça, c'est une ligne éditoriale que je me fixe de toute façon, c'est de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Et comme je te disais en off, euh, les seules fois où je l'ai fait, je me suis pris direct la rafale. Ça sert à rien de donner son avis sur YouTube, ça devient Twitter si jamais tu fais ça. Donc autant parler juste de choses que tu maîtrises ou de questions que tu t'es posées et tu apportes un témoignage. Et là, bon bah c'est ton témoignage, donc personne peut te dire ce que enfin quoi que ce soit. Mais voilà, comme j'aborde pas le truc d'un point de vue technique, c'est-à-dire que je vais pas faire des tutos sur comment faire ci. J'en ai fait quelques-uns, tu vois, et j'ai vu l'audience que ça touche, c'est très faible. Euh, voilà, moi c'est plus, je sais pas, c'est juste un témoignage, tu vois. Donc après, par rapport à l'expérience, bah comme je te disais, vu que la mémoire s'efface au fur et à mesure, les gens qui, ça fait 5, 6, 7 ans qui sont dans le métier, peuvent plus apporter ce même témoignage. Donc c'est là où j'ai un avantage, en gros, en termes de contenu. Après, YouTube, je regarde tellement que j'ai fait une chaîne que j'aurais voulu avoir aussi à regarder quand moi j'ai commencé. Et je pense que c'est toujours ce point de vue-là qui fait que ça fonctionne aussi, tu vois. Et tu as eu des sources d'inspiration ou... Ouais, ouais, bien sûr. Mais même des trucs, enfin même des trucs, même des chaînes que je regarde plus forcément aujourd'hui, ou même des chaînes sur lesquelles j'ai un avis critique différent. Tu vois, je sais qu'il y a une chaîne que je regardais à l'époque, qui est celle de Harry JMG, qui m'a inspiré, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus forcément d'accord avec sa façon de raconter les choses et de faire, mais clairement, c'est une chaîne qui m'a inspiré. Alors que quand tu prends un peu de recul, bah, t'es pas forcément d'accord avec tous les propos, tous les trucs. Euh, Dans les chaînes françaises, je dis ça parce que Harry JMG, par exemple, c'est quelqu'un qui a commencé YouTube pas sur ce terrain-là du dev. Il a commencé en parlant, par exemple, d'être coursier-livreur et tout. Et donc, moi, je me reconnaissais un peu dans ce truc-là de, voilà, tu galères, tu testes plein de trucs, etc., etc. Je trouvais il apportait quelque chose de positif. Aujourd'hui, j'ai un regard un peu plus critique sur ce qu'il fait, mais alors, je dis ça sans vraiment aucun jugement sur son contenu. Je regarde toujours, d'ailleurs. Mais c'est plus du contenu anglophone que je vais regarder, du coup. Et là, ça va être... alors là, c'est absolument tout. Ce qui m'inspire, Academind, par exemple, je trouve génial, Maximilian Schwarzmüller, qui est un formateur de génie qui a fait je sais pas combien de cours sur Udemy, sur sa plateforme Academind. Le format, j'aime beaucoup son format, j'aime beaucoup le ton qu'il a pour poser les choses, donc je pense que je me suis un peu inspiré de ça. Après, en inspiration, je pense que en fait, je regarde tellement de choses que ce serait trop dur, tu vois, Non. de faire de trouver des inspirations précises, mais c'est un melting pot de plein de choses que je vois. Il y a des youtubeurs comme Jabrils, que j'adore, qui est un youtubeur qui fait des trucs drôles autour de l'intelligence artificielle. Mais dans le YouTube français, voilà, c'est plus forcément les chaînes que je regarde qui m'ont inspiré, mais elles m'ont inspiré quand même, tu vois. Donc, Oui, je pense que même il y a des moments où c'est pas forcément conscient, tu peux te dire ah c'est bien, et en réalité tu copies quelque chose mais sans t'en rendre compte. ah ouais. Ah, mais ça, c'est. Ça, en plus, tu vois, quand tu fais de la musique, tu le sais que c'est ça. Tu vois, enfin, la création, de toute façon, tu n'inventes rien. Tu ne fais que recombiner inconsciemment ou consciemment des choses. Et
Après, il faut essayer de pas le faire consciemment. C'est-à-dire que si tu vois une chaîne qui raconte quelque chose ou une vidéo qui raconte quelque chose, faut pas te dire comment je vais traduire ça pour que ça a l'air d'être original. Normalement, ça vient naturellement quand tu fais de la création vidéo ou des trucs comme ça. Après, je sais pas, des fois tu vois une miniature sur YouTube, tu te dis le sujet est cool, j'aimerais bien faire un truc un peu pareil, mais moi par exemple, ça c'est un truc qui m'arrive, je vois une miniature, je vois le sujet, je me dis non, j'espère il a pas parlé de ce que je voulais parler, et du coup en voyant ça je me dis je vais pas regarder la vidéo, je vais faire mon truc et je vais voir après ce que ça a donné, mais forcément tu t'inspires inconsciemment de plein de choses, quoi. Ça, c'est sûr. Et comment ça se passe sur ton processus créatif? Est-ce que tu prépares les vidéos à l'avance ou tu allumes la caméra et tout se passe correctement ou pas? Alors j'ai expérimenté deux façons de faire pour l'instant. Il y a une façon plus impro, on va dire, qui est je me note quand même un plan devant moi. J'ai clairement dans la main une feuille avec les différents points que je dois aborder. Et là, je vais discuter, tu vois, et ça va plus être un travail de montage du coup. Et ça, c'était surtout la partie DevTalk. À un moment, je faisais comme ça sur J'avais des vidéos qui s'appelaient DevTalk, enfin qui s'appellent toujours DevTalk. Mais ensuite, j'ai switché sur un format qui est plus scripté, donc je dirais que 75% de mes vidéos, c'est un texte que j'ai écrit le matin en 3 heures, 3 heures, que j'ai documenté, j'ai cherché. Mais comme c'est surtout du témoignage, ma chaîne, j'ai pas tellement de documents, j'ai pas tellement à chercher de source, puisque la source, c'est mon ressenti surtout, ou ma façon d'apprendre quelque chose que je vais partager. Donc j'écris assez de façon fluide un texte pendant 2-3 heures et ensuite je le mets sur un petit prompteur et je lis mon truc et j'essaie que ça paraisse naturel, quoi. Et après, très peu de montage, en fait, je fais juste des cuts pour faire du rythme. Et voilà. C'est ce que j'ai remarqué, tu as très peu de cuts et donc c'est pour ça que je te pose la question si c'est scripté ou pas. C'est scripté, ouais. Complètement. Parce que si t'es arrivé à ce niveau-là en n'ayant rien écrit, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent. Après, ça dépend. Si tu vois la différence entre les deux types de vidéos que je te dis, ça veut dire que c'est bien écrit. Parce que vraiment, sur ceux où je fais de l'impro, moi, je l'entends, mais j'écris le script pas du tout en mode j'écris un article de blog. C'est-à-dire que le script, je l'écris avec tu vois, des onomatopées que je dirais en vrai ou une manière de parler. Je sais comment je parle naturellement. Et donc, du coup, je vais écrire comme je parlerai. D'ailleurs, souvent, je dis le truc avant et ensuite, je l'écris. Et si je pouvais le faire en impro, je le ferais en impro, mais c'est juste que c'est même pas une question de... Le prompteur, si tu veux, j'utilise même pas pour être à l'aise ou pour ne pas oublier, parce que le propos, je l'ai, je peux le redire. Quand je fais avec les points, je peux le redire. C'est juste que c'est un processus presque industrialisé, tu vois, de produire de la vidéo qui fonctionne, en fait, de faire comme ça. C'est tu écris ton texte, t'as plus à y penser, tu sais que tu vas avoir très peu de montage à faire, et si t'es à l'aise, tu lis ton truc, et comme ça, tu peux envoyer plus de vidéos, et en même temps, assurer quand même une qualité bonne à tes vidéos, quoi. C'est ce que j'ai remarqué, tu as un processus de développement de tes vidéos, parce que si on prend tes 24-25 vidéos, elles se ressemblent au point de vue du format, elles sont quasiment identiques. Ah ouais, clairement. Le truc, je le fais, j'ai toujours le même... Et c'est pour ça qu'aussi, il faut, au bout d'un moment, c'est ce que je suis en train de faire là, en ce moment, de changer un petit peu tu vois, de changer un peu de format, parce que ça commence à tourner en rond, je le sens. Je sens que, tu vois, j'arrive au bout de quelque chose, que ce processus-là, il fonctionnait jusqu'ici parce que les choses que j'avais à raconter fonctionnaient dans ce format-là. Maintenant, il faut que je passe à autre chose, parce que ça se voit, tu vois, ça se voit que ce que je disais dans la dernière vidéo, mais c'est vrai, des fois, j'ai le même t-shirt sur 3-4 vidéos à 3 mois d'intervalle, mais c'est pas que je me change pas, c'est que je les ai fait dans la même journée, tu vois. Mais j'ai pas, tu vois, c'est vraiment un processus... industrialisé, quoi, mais pas dans le sens industrialisé perte de qualité, industrialisé dans le sens organisation surtout, tu vois. Et je pense que quand t'es dev, de toute façon tu penses tout le temps comme ça à comment est-ce que tu peux automatiser les choses, les optimiser, etc. Tu vois. Je suis pareil, moi là on va finir le podcast, je vais downloader, j'ai toute une fiche disant tu fais ces étapes là dans l'ordre, tu copies-colles à tel endroit, ça va te faire la moitié du boulot, quoi. Ouais, le fameux workflow, ouais, c'est ça. Quoi, c'est ça. Après, moi, c'est plus. J'ai travaillé dans les groupes industriels, donc c'est plus du processus industriel qui est très inspiré par une méthodologie japonaise qui s'appelle Kaizen. C'est qu'en gros, à chaque fois que tu vois un point de blocage, tu changes. Jusqu'à temps qu'il y ait le point de blocage disparaît. C'est ça, mais c'est là où c'est fou.
tu vois, quand tu te retournes de toutes les expériences que tu as eues, qui te servent même dans des trucs, tu te serais jamais dit, ah bah là, quand je vais faire de la vidéo, je vais appliquer toutes les choses que je faisais quand je bossais dans l'industrie et tout, tu vois, Et c'est trop bien. moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Les mecs qui m'ont expliqué cette méthode-là, c'était les mecs qui l'avaient inventée. Ah, C'était c'est bien. Toyota Japon. Ah, c'est pas mal. Donc, je devais leur reproduire une application pour ça. Et c'était vraiment sympa. Trop bien. On vient quand même à l'habillage sonore de ta chaîne. As-tu composé la musique? Je compose toutes les musiques. D'accord. Donc, tout, il y a absolument tout ce qui est sur la chaîne, ça c'est aussi un point d'honneur que je me donne, c'est tout ce qui est sur la chaîne m'appartient, et c'est des créations que je fais, que ce soit du logo, du graphisme, même si c'est pas incroyable, de la musique de fond, l'introduction. En fait, je me dis toujours, même si je peux pas faire un truc excellentissime, bah, je préfère que ce soit moi qui l'ai fait. Je suis vachement dans cette démarche de A à Z, contrôler tout le truc, parce que je suis persuadé que c'est ce qui produit des objets de qualité et surtout des objets singuliers, tu vois, des choses que tu retrouves pas chez tous les autres. Je veux dire, si tu regardes YouTube, t'as l'impression que tout le monde utilise les mêmes bandes son, ce qui peut être un gimmick, hein, d'ailleurs, ça peut être quelque chose que tu utilises pour faire passer une idée ou un truc, mais c'est un point d'honneur que je me donne, ouais. J'essaie de créer au maximum, et même des fois, je vais m'empêcher, tu vois, de mettre une vidéo en ligne parce que j'aurais pas encore fait une musique ou un truc comme ça, même si j'utilise souvent les mêmes musiques. Mais là, je sais que à partir du mois de janvier, quand je vais lancer mes nouveaux formats, bah faut que je recompose des musiques. Mais du coup, je vais intégrer ça, tu vois, dans les vlogs que je vais faire où je raconte mon activité et tout. Je vais essayer de vraiment faire une sorte de truc logique. Mais oui, c'est moi qui crée les musiques. En live, les gens me demandaient c'est quoi comme musique, donc ça fait plaisir quand les gens te demandent c'est quoi comme musique, tu vois. Ah ben, moi, ça m'a. Tu vois, on n'en aurait pas discuté avant. Je pensais pas que c'était toi qui les avais composés. Pourtant, j'aurais pu faire la relation parce que je t'ai stalké sur internet. J'ai assez vite vu que t'étais musicien. J'ai assez vite vu que t'avais une boîte dans la musique. Donc j'aurais pu deviner. Est-ce que t'as vu mon groupe de rock quand j'avais 16 ans? Non, je suis pas. T'as pas trouvé ça? Ah. Alors, déjà que je suis arrivé sur la page 3 de Google. Ah ouais. Non, mais c'est peut-être un peu au fin fond maintenant. J'irai mais... jusqu'à la page 5 la prochaine fois. Ouais, vas-y, ça vaut le coup. Hein. Donc, ouais, ça me fait une transition et je pense qu'on reviendra à ta chaîne YouTube ensuite. Comment ta chaîne YouTube s'inscrit professionnellement? Parce qu'elle a été créée après que tu aies eu ton CDI et avant que tu sois freelance. Alors, donc comme je te l'avais dit, pour l'instant, je suis encore officiellement jusqu'au 3 janvier, qui est le jour de mon anniversaire, si les gens veulent me le souhaiter. C'est le 3 janvier, mon anniversaire. La vidéo, le 3 janvier, la vidéo sortira après le 3 janvier. Hein. Bon, bah dommage. Pour l'année d'après, alors. Mais moi, j'aime bien faire les trucs un peu symboliques, rigolos, tu vois. Genre, j'ai demandé ma fin de contrat le 3 janvier, donc le jour de mon anniversaire. Ça me fait rire. Mais donc là, je suis encore en CDI pour l'instant et je suis en train de préparer mon activité freelance. Donc, je vais essayer de faire un truc freelance, mais pas vraiment, tu vois, du job en régie, en entreprise et tout. J'ai envie de créer vraiment quelque chose qui me ressemble et où j'ai de la liberté aussi pour créer, etc. Donc ce sera freelance, mais bon voilà, freelance surtout pour attirer des clics, on va dire. Mais ce sera du freelance quand même. Mais donc comment est-ce que ça s'inscrit professionnellement Jusqu'ici, c'était déjà témoigner de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, surtout quand j'étais en formation, en reconversion, et les interrogations et surtout mes méthodes pour apprendre, qui sont des méthodes globales, qui sont pas forcément que pour le dev. C'était ce témoignage-là, donc c'était juste accompagner mon activité. Maintenant que c'est freelance, ça veut dire que je vais potentialiser cette opportunité que je me suis laissée d'utiliser la chaîne YouTube comme vitrine. Donc, c'est-à-dire, si un jour je rentre dans une pool, tu vois, de recrutement pour une mission ou un truc, ben, je vais dire, écoutez, les gars, moi j'ai une chaîne avec 12 000 abonnés, donc c'est cool, n'hésitez pas. Et même si ça m'a déjà apporté du boulot, tu vois, c'est ça qui est assez dingue, c'est que ça, je l'ai pas dit sur la chaîne parce que j'en parlerai plus tard, mais la chaîne, quand je faisais les lives le matin, parce que pendant une période, j'ai fait pendant
un mois et demi, 2 mois, je crois, tous les matins à 8h des lives, et ben, j'ai quelqu'un qui m'a découvert à travers ça, qui m'a proposé une mission que j'ai fait en parallèle de mon CDI pendant 6 mois, et ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, de pouvoir investir dans du matériel et tout. Je conseille à personne de faire ça parce que j'en peux plus, genre je suis au bout de ma vie à cause de ça. Mais donc déjà, ça m'a apporté ça professionnellement, et là, ça va devenir mon outil de communication pour mon activité indépendante. Et là, ça va, j'espère, exploser encore plus parce que je vais pouvoir avoir le temps de créer de la vidéo, de m'occuper de ma communauté, donc de nettoyer le Discord, de mettre des outils en place pour qu'il y ait des choses qui se créent aussi au sein de cette communauté, de pouvoir m'amuser et donc d'avoir des objets de communication comme des applications un peu marrantes à fabriquer, et puis montrer aussi tout mon processus de travail, l'offre que je vais faire en freelance. Voilà, donc ça va devenir la vitrine, mais ça va pas être une vitrine débile, ça va être une vitrine qui apporte toujours quelque chose à mon audience, parce que si tu veux, moi ce que j'estime, c'est que c'est mon audience qui l'a construit, c'est pas moi, la chaîne. Moi, le contenu, je l'ai créé, mais c'est elle qui a construit l'audience. Enfin, l'audience s'est construite d'elle-même, donc maintenant, il faut que je respecte cette audience et que je lui apporte du contenu qui lui plaise aussi. Et ma question par rapport à ça, parce que en gros, tu vas plus dans un modèle qui est proche du mien, mais t'as pas peur que en faisant ce que tu viens de dire, tu vas arriver dans un cas où ça sera de la distraction de faire une chaîne YouTube, parce que comme tu l'as dit dans ta dernière vidéo, bah tu vas être papa. Ouais. Le but c'est que ton enfant qui va naître, il ait à manger quoi. Ouais, clairement. Bah, alors, j'ai bien préparé mon plan. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand on a travaillé 2 ans, donc c'est pour ça que je me suis laissé 2 ans en CDI, on a cotisé pour le chômage, et donc on peut créer une entreprise et continuer à toucher le chômage pour subsister pendant 2 ans. Tout en ayant à côté une société qui va, elle, engranger de l'argent qu'on ne se verse pas du coup pendant 2 ans, et qui va ensuite servir à soit se verser des dividendes, soit à réinvestir. Mais voilà, je sais que j'ai 2 ans devant moi, grâce au gouvernement, merci, hein. Je rigole, mais grâce à ce système des allocations qui perdurent à la création d'une société, ça va me permettre pendant 2 ans d'avoir une liberté totale, et de voir ce que ça donne. C'est-à-dire que si je vois dans 1 an et 9 mois que la chaîne n'a rien donné, que mes projets n'ont rien donné, parce que j'ai plein de choses sous le coude, tu vois, si je vois que ça n'a rien donné, bah, je reprends un système classique. Et je pense que si ça ne donne rien, dans 2 ans, je fais plus YouTube de la même façon. Je le fais peut-être, mais je compte pas là-dessus. Je veux pas penser à ça. Je veux que ça marche, tu vois. C'est ça. Après, j'ai eu Artisan développeur sur le podcast, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'il avait lancé le projet en se disant on verra bien, et 3 ans après, il a créé une entreprise à partir de son podcast, quoi. Ouais, clairement. Bah, tu vois, de la même manière qu'il y a 2 ans, je me laissais la possibilité de partir en freelance, et j'ai construit cette chaîne YouTube. C'est sans... Enfin, je veux dire, je vais pas mentir en disant, tu vois, que bah, moi aussi, j'envisage peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans de faire quelque chose de plus grand, de créer quelque chose à partir de ça, mais comme je disais tout à l'heure, c'est comme l'arbre avec toutes les branches et des probabilités. Pour l'instant, celle-là, j'ai pas calculé la probabilité. Je veux pas la calculer. J'ai un objectif sur les 2 ans à venir, et on verra ce que ça devient. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Faut pas, je pense, faut pas se dire ah ben dans 3 ans j'aurai un local, j'aurai 3 employés, je ferai ci, je ferai ça. Faut pas penser comme ça. Faut faire les choses, et après on voit ce que ça donne. Et les opportunités, d'ailleurs, elles se créent d'elles-mêmes. Tu vois, c'est dire. Par exemple, là, tu m'invites dans ton podcast ou dans ton interview. C'est quelque chose qui se produit parce que je fais des choses, et c'est trop cool. Et c'est ça, il faut pas essayer de provoquer. Je sais pas, moi je me dis ça, on verra ce que ça donne. Je pense que ça donnera quelque chose, sinon je le ferai pas. Mais voilà. Oui. Annonçons les choses quand il faut. On peut pas savoir de quoi est fait le futur, et c'est un peu comme tu me disais tout à l'heure, ton mentor Open Classroom, t'aurais pu avoir n'importe quel mentor, non, t'es tombé sur le mentor qui, à la fin, avait un poste, ça aurait pu être décalé de 6 mois. Bah... C'est ça. Si tu veux, moi je suis pas croyant ou autre, on va dire comme ça, mais en gros, je crois un peu au destin, tu vois. C'est-à-dire, je me dis que quand tu fais bien les choses, ça t'apporte des bonnes choses, forcément. Donc,
il faut pas penser aux bonnes choses que ça t'apporte, il faut juste bien faire les choses, et c'est tout, tu vois. Et les choses se font naturellement, donc il faut juste bien faire les choses, c'est tout. Donc j'essaie de les Moi, faire bien. je suis plus la vision, tu sais, tu forces, le destin peut s'écouler, mais tu peux quand même l'aider énormément. Ah, mais ça, c'est bien entendu. Mais c'est ça, faire les choses bien. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces choses bien, tu perds tes chances. C'est-à-dire que c'est toujours une question de chance. Quand tu te lances dans une entreprise comme ça, quand tu essaies de lancer une activité freelance, moi je l'ai vu puisque j'ai fait une entreprise pendant 4 ans avec un pote, j'ai mis certaines billes pour que ça fonctionne, etc. etc. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est toujours une question de probabilité. C'est-à-dire qu'au final, peut-être tu vas jamais dépasser les 50% de probabilité que ça fonctionne, mais il faut y arriver aux 50% de probabilité déjà. Et c'est le travail que tu fais et l'énergie que tu mets dedans qui au moins te laisse peut-être une chance que ça fonctionne. C'est vrai Enfin, qu'en je le vois faisant comme quelque ça. chose, il peut se passer quelque chose. En ne faisant rien, il se passera jamais rien. Exactement. Et ben, on va arriver aux questions de la fin. Donc, c'est des questions que je Ok, ne t'ai pas indiqué que j'allais te poser. Pas de pas de souci, souci. tu es prêt? Je suis prêt, Tu es vas-y. prêt? Alors, je vais te poser une question. Elle sera inédite. Là, je suis en train de penser en même temps à qu'est-ce que je vais dire. Si, dans 3 ans, on Mhm. se rencontre de nouveau, de quoi on pourrait parler? Hmm, Si on se rencontre de nouveau, bah déjà j'espère qu'on le fera, quoi qu'il se passe. Mais de quoi on parlera? Bah on fera une rétrospective, de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne quand pendant 2 ans tu te laisses la liberté de créer quelque chose qui te ressemble. Tu vois, créer cette activité qui n'est pas vraiment encore définie entre le freelance, entre la création sur YouTube, trouver du temps pour sa famille, etc. C'est voir ça. Je pense que dans 3 ans, on pourra se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça a donné de se donner de la liberté en ayant bien préparé les choses. Parce que ce que je me dis toujours, c'est faut bien galérer pendant un bon moment, bien préparer les choses, se sacrifier même, tu vois, pendant une période, ce qui te permet de gagner de la liberté, ce qui te permet de potentialiser cette liberté. Et après, au bout de 3 ans, tu fais le bilan et c'est reparti à chaque fois. Donc, dans 3 ans, on pourra se dire qu'est-ce que ça a donné de se sacrifier pendant peut-être 4 ou 5 ans avant, gagner 2 ans de liberté. Qu'est-ce que ça donne quand on fait bien les choses dans l'ordre aussi, tu vois, je pense. C'est une bonne réponse. Eh ben, on prend rendez-vous dans 3 ans et on verra Ça le marche. retour d'expérience. Bon, peut-être que tu élèveras des chèvres sur le plateau du Larzac. Qui sait? C'est C'est possible. possible. Tu sais que dans mes plans B, il y a devenir pizzaiolo parce que j'adore faire des pizzas. Et peut-être ce sera ça, hein. Ok, Peut-être. je note ça pour le titre. Si j'échoue, je finirai pizzaiolo. Eh, mais je fais des super pizzas, hein. Je vais faire une vidéo un jour dessus, les gens sont pas prêts, hein. T'es du côté de Nantes, c'est ça? Ouais, si Ok, tu veux venir ok. manger une pizza. Moi, je suis un peu loin pour l'instant. Je suis à Ah ouais. Budapest, donc Ouais, mais comme t'es nomade, si un jour c'est tu viens ça. sur Nantes, n'hésite C'est pas. vrai, bientôt qu'il y aura un aéroport. Plus. Ouais. Alors, ma deuxième question, c'est si tu avais une ressource à nous recommander, que ce soit un podcast, un livre, une bande dessinée. Hmm. Ah, alors, bon, alors, ça n'a rien à voir avec le dev, mais c'est pas Non, grave si ça n'a ça n'a rien rien à à voir voir. avec le dev. Tu peux tout ce que tu veux. Il y a une chaîne que j'adore, mais pour moi, c'est sur YouTube, c'est génial. C'est alors, si je me trompe pas, parce qu'à chaque fois je confonds, je crois que c'est Pursuit of Wonder. Attends, je vérifie juste vite C'est sur fait. le cinéma. Non, c'est ouais, c'est ça, Pursuit of Wonder. En gros, c'est un gars. Alors, je sais pas qui c'est, il montre jamais sa tête. C'est des vidéos qui sont animées avec des illustrations un peu bizarres, mais c'est ultra philosophique. En gros, c'est des histoires un peu science-fiction sur 10 minutes, 15 minutes de trucs qui te mindfuck, tu vois. Je sais pas, moi j'adore ce genre de questionnement existentiel, tu vois, sur qu'est-ce qui se passe, comment la technologie, c'est pour ça que c'est un peu un rapport quand même avec le dev, comment la technologie dans 100 ans va pousser les gens à, je sais pas, penser comme ça. Si un jour on te propose de rentrer dans une simulation, est-ce que tu accepteras? Mais est-ce que si on te le propose, c'est que t'es pas déjà dedans, etc. C'est des trucs comme ça qui te retournent le cerveau, c'est en anglais, hein. Mais cette chaîne est géniale. C'est des questionnements existentiels qui ont souvent un rapport avec de l'anticipation, avec de la science-fiction. J'adore cette chaîne. Donc, j'invite les gens à aller voir. J'aimerais bien faire des trucs comme ça, mais j'ai pas le. Peut-être un jour. Ça, c'est une grande inspiration. Ouais, surtout si c'est du motion design. C'est du Ouais. motion design. Ouais. Moi, je rêverais faire des trucs comme ça. J'avais essayé sur ma chaîne de roller, mais
Ça prend trop de temps. Ah, mais c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. Je sais pas comment il fait, le gars, pour... je pense pas qu'il soit tout seul, mais peut-être, mais c'est... Tire à voir, c'est génial. Enfin, si t'aimes bien les trucs un peu anticipation, D'accord, bah, un peu existentiel, trop stylé. j'irai regarder. Bon, moi j'aime bien aussi les trucs un peu bizarres. Moi j'ai une chaîne que j'aime bien. Ça me fait penser à ça. En gros, c'est une simulation informatique où tu vois des sortes de blobs qui se déplacent. Et en gros, c'est Ouais. des expériences générées par ordinateur, comme quoi elles se déplacent. Alors, si elles partagent la nourriture, est-ce que c'est mieux de partager ou pas Et c'est des vidéos Ouais, auto-générées, c'est c'est une ça? simulation informatique, Ah, c'est trop mais stylé. après ils rajoutent une voix par-dessus en disant bah voilà, si vous partagez ce qui se passe, si et en plus c'est super bien fait parce que t'as des couleurs, t'as ceux qui sont méchants, t'as ceux qui sont gentils, il fait plein de scénarios, c'est super visuel, c'est super beau. Je sais pas comment ils font. Comment, comment Ah, ça je sais s'appelle? plus. Je mettrai dans les notes de l'épisode, mais Ouais, mets-le, parce que moi, comme tu dis, les recommandations, elles nous donnent pas grand-chose à ouais, manger, donc si... si on peut avoir des ça trucs bien, YouTube et YouTube, j'ai écouté tes vidéos toute la journée. Et trop bien. pour préparer l'épisode, et je n'ai absolument aucune proposition, Nouvelles recommandations. aucune recommandation de ce que tu fais. Je comprends pas comment il Ah, marche ton algorithme. c'est que je fais pas assez de titres. Là, la dernière vidéo, j'ai fait un truc bien, bien Mm. clickbait, tu vois, ça a bien marché, mais il faut que je fasse plus. Faut que je fasse plus, mais bien, tu C'est vois. Faut pas que je le c'est fasse. toujours compliqué, mais après c'est le problème sur. Moi j'ai essayé de faire des titres clickbait, mais le problème c'est que les gens qui tombent sur tes vidéos, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Non, c'est ça. C'est. C'est ça. Je comprends que dans le divertissement tu le fasses, mais j'ai pas l'impression que ça marche si bien que ça de faire des titres vraiment type newspaper. Ouais, ça dépend clairement de ton contenu. Si tu fais pas enfin, si c'est pas du contenu qui peut être regardé, mais tu vois, ça c'est un aspect, c'est intéressant d'en discuter rapidement. C'est cet aspect. Moi, je regarde des chaînes, mais tu te dis, mais pourquoi je regarde ça? Genre, c'est des chaînes, par exemple, je regarde un truc, c'est Lockpicking Lawyer. C'est un gars, il crochette des cadenas. Et genre, chaque jour, il te sort une vidéo, il crochette un cadenas. Je regarde en France Anthony PDLV qui fait de la mécanique. Mais genre, je suis pas du tout mécanicien. Mais tu vois, il y a un côté divertissement dans ce genre de chaîne, dans ce genre de truc. Les titres sont un peu clickbait, mais j'ai cliqué, j'ai apprécié. Donc, je pense que pas tous les contenus. Si tu fais un tuto ou un truc assez sérieux et devant tu mets un truc ultra clickbait ça marchera pas. Mais si ton contenu a voilà, une portée un peu plus globale et qui peut intéresser même des gens qui sont pas dans le métier, le nombre de chaînes que je regarde où je ne comprends pas tout du tout, tu vois, genre... mais je sais pas, c'est... Voilà. Ok, bon, au moins je culpabiliserai moi en regardant des vidéos de Villebrequin. Ah mais Villebrequin, mais normal, t'inquiète pas. J'ai jamais rien compris à ce qu'il disait, mais Mais c'est pas... Mais voilà, mais c'est exactement ce que je veux dire. Villebrequin, par exemple, genre, tu crois vraiment les 1 million et quelques d'abonnés, tous ceux qui payent pour le multiplat et tout, ils en ont quelque chose à faire de la mécanique ou de voitures. Et est-ce qu'on regarde Turbo sur M6? non. Non. Est-ce qu'on regarde Top Gear? Non. Pourtant, Villebrequin, on les regarde parce que ils ont cette dimension de gars sympas, rigolos. Ah, Tu moi je vois, regarde Top Gear. je pense que c'est J'aime ça. bien Top Gear parce que. Top Gear, c'est ça. Mais Top Gear Non, France, non, tu non, il regardes? faut pas déconner. Ah, voilà. Faut pas déconner. Non, parce que quand je vivais en Australie, j'avais une voiture Top Gear. Top Gear, la voiture la plus pourrie qui a traversé toute l'Australie. Mais ça, c'est cool. Tu vois, mais le Top Gear, pour le coup, parce que t'as ce côté entertainment, je vais le dire en anglais parce que c'est vraiment le terme à utiliser pour le coup. Top Gear, c'est comment est-ce que tu amènes une discipline qui est complètement réservée à un public sur le terrain du divertissement, tout en apportant quand même quelque chose qui t'enrichit, tu vois, quand tu regardes. Et Villebrequin, c'est ce qu'ils font. Villebrequin, c'est Top Gear France. Hein, Ils c'est vont être tout. subventionnés par RMC, ça leur coûterait moins cher. Ouais. Faudra qu'ils se censurent un peu des fois, ce sera dommage. Oui, Mais bon. je pense que c'est un peu compliqué. Ils expliquaient que certaines marques ne voulaient pas qu'on leur prête des bagnoles parce que Ouais, j'ai vu. ils disaient que la première chose qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient insulter la bagnole, quoi. Bah ouais, c'est le jeu après. Bah, Top Gear Oui, le fait oui, hein, Top Gear, quasiment. Donc, tu vois. ils ont horreur des Peugeot. Ouais, bah ouais. J'ai une Peugeot Ouais. en plus, tu vois. Moi, je travaille pour eux en ce moment. Mais j'ai Ah pas de bah, voiture. Hein. bah, tu fais bien. Si je pouvais ne Ouais. pas en avoir. Ouais, bah, moi, je préfère le Boeing 737.
Moi, je préfère les petites jets privés, tu vois, comme dans GTA Ah San ouais. Andreas, tu vois. Bon, Ouais, bah, si je pouvais. quand tu auras gagné beaucoup d'argent en freelance, tu m'expliqueras comment on fait. Ouais, t'inquiète. Je crois que c'est triangle, triangle, carré, Ouais, rond, ok. R1, R2, un truc comme Ouais. ça. Non, moi, C'est ça, ouais, je crois. je préfère Ça le marche bien, tank. ça. Ah, le temps Parce que qui est comme ça, violent. tu peux avoir les 6 étoiles plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Mais C'est vrai. allez, pour la dernière question, et ça sera la plus facile de toutes celles que je t'ai posées aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre toutes tes aventures? Bah, sur YouTube, Coder c'est cool. Je vais laisser le titre, même si j'ai dit que le nom de chaîne va changer là en début d'année. Il y aura encore le Coder c'est cool dans le titre pour faire la transition. Donc Coder c'est cool, Hugo Taché dans tous les cas. Je suis pas très actif sur les réseaux, mais je crois que sur les réseaux c'est Hugo_CC cool du coup. Mais bon, peut-être je te filerai les liens. Si tu sors la vidéo dans 3 mois, j'aurai peut-être développé des trucs que je te filerai. Mais voilà. Je suis pas hyper actif sur les réseaux. Faut que je me mette à TikTok. Et à Twitter pour déverser c'est ma ça. haine. Et moi, je t'avouerai qu'à part YouTube et LinkedIn. Ouais, LinkedIn, j'aime bien. LinkedIn, ça me met de bonne humeur, tu vois. LinkedIn, c'est. Je sais pas, j'aime bien. Moi, c'est le summum du trash. Je trouve que c'est un réseau social qui ne sert à rien. Les gens, ils sont toujours d'accord entre eux. Ah, mais c'est génial. C'est vraiment genre l'essence même de l'entreprise, tu vois. C'est vraiment le pire dans l'entreprise que tu retrouves sous huiles essentielles, tu vois. Genre, moi, j'adore les petits sondages, tu sais, les sondages qui servent à rien. Là, j'en ai fait un hier. Est-ce que vous pensez que les développeurs français sont bons, très bons, mauvais, très mauvais? Alors, ce que j'aime bien, c'est que tu te dis, mais ça n'intéresse qui? Mais tout le monde répond à ce truc-là. Ah, tout le monde répond. Mais tu sais, c'est comme les trucs, on te dit test UI UX, on te met 2 trucs l'un à côté de l'autre sans aucun contexte. Donc ça n'a aucun sens, tu vois. Genre, c'est bien la seule chose que je Ouais, trouve mais bien. moi, ça me fait marrer. Mais ça me fait marrer. Mais juste le truc, c'est que dans un contexte ou un autre, ça. Enfin, c'est. J'ai pas encore compris la stratégie qu'il faut avoir sur LinkedIn. Mais en tout cas, quand je suis aux toilettes, ça me détend énormément. J'adore être sur LinkedIn. Nous saurons que ton transit intestinal, c'est à peu près ce que ça mérite, ce réseau social, je trouve. Voilà. Mais ça a sa fonction, ça a son utilité. Ça fait 6 mois que je suis dessus pour tester. Je n'ai jamais compris à quoi ça sert. Ça m'apporte pas de clients, ça m'apporte pas de travail. Il faut que tu aies le déclic qui fasse shifter le... Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu le prennes au second degré. C'est peut-être ça, mais les gens, ils sont pas second degré dessus. Ah non, ils sont pas second degré. Mais tu deviens le roi si tu prends les choses au second degré sur LinkedIn. Si tu comprends. Après, moi, je commente pas, je fais rien, tu vois, mais ça me fait rire, genre. Ouais, c'est... LinkedIn. Mais... Chacun essaie d'avoir son petit moment de... Tout le monde s'auto-congratule, c'est génial. J'adore l'enthousiasme sur LinkedIn, c'est une bonne chose. Ouais, moi, je trouve que c'est inutile. Alors, même Facebook, je trouve qu'il est plus intéressant d'aller sur Facebook que sur LinkedIn. Au moins, il y a nos amis dessus. Mais c'est encore mieux, on a nos collègues. Ah ouais, trop bien. Non, mais faut le prendre pour ce que c'est. Hein. C'est juste un réseau social. Plus corporate. Voilà. C'est ça. Hugo, je te remercie pour tout ce que tu nous as merci dit. à toi. Et à dans 3 ans pour savoir si tu es pizza YOLO ou pas. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à là. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, que ce soit sur YouTube, Spotify ou maintenant Apple Podcast. Et vous allez voir, dans 15 jours, j'aurai un invité exceptionnel. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois.